bugs informatiques, c'est pas la fin du monde. Quelques clients énervés à gérer, au pire des cas une petite perte d'argent, mais il y a des domaines où une simple erreur, aussi minuscule soit-elle, peut avoir des conséquences dramatiques. Ça, par exemple, c'est Ariane 5. C'était Ariane 5. Alors pas de panique, il n'y avait personne à bord, mais tu viens de voir 500 millions de dollars partir en fumée à cause d'un bug informatique. Ouais, j'aimerais pas être ce dev-là, hein. Surtout que c'était une erreur débile. En informatique, on évite toujours de réinventer la roue. Si un truc marche et a déjà été codé, on va le reprendre et rien changer. C'est ce qu'ils ont fait chez l'Agence spatiale européenne en reprenant le logiciel de guidage d'Ariane 4 pour le mettre dans Ariane 5. Dans ce logiciel, la variable allouée à l'accélération horizontale est codée sur 8 bits. Et sur Ariane 4, cette valeur n'allait jamais au-delà de 64 et pouvait donc être stockée dans notre variable. Par contre, Ariane 5, bien plus puissante, dépassait les 64. Et du coup, quand le logiciel tentait de récupérer la valeur, celle-ci était trop grosse pour être stockée comme ça, on a un overflow et par effet domino... Donc, ouais, il y a bien des applications dans lesquelles tu veux un code avec 0 bug. Alors, comment faire? Bah déjà, est-ce que c'est possible? Donne-moi 5 secondes, et voilà, pas un bug là-dedans. T'es sûr? Ça tourne sur un ordi sensible aux rayons cosmiques, une particule de haute énergie venue de l'espace qui peut par exemple modifier la valeur d'un bit pile au mauvais moment. Bon ok, j'abuse un peu, n'empêche que ça arrive. Mais oui, disons qu'il n'y a pas de bug. Sauf que tu coderas jamais un programme aussi simple. Un programme informatique, ce sera toujours un composant qui dépend d'un autre composant, qui dépend d'un autre composant, qui... Et plus t'en as, plus la probabilité d'erreur augmente. On retrouve cette idée dans cette analyse de Dijkstra, un des gigaboss de l'informatique qui a créé un des algorithmes les plus célèbres. Si P est la probabilité qu'un composant soit correct, la probabilité que tout ton programme fait de n composants soit correct est P puissance n. Donc, si tu es sûr à 90% qu'un composant est entièrement correct, ce qui est plutôt optimiste, avec seulement 10 comme ça, tu passes à 35% de chance d'avoir aucun bug. Ouais, c'est pas ouf. Ce qu'on fait en général, c'est un tas d'unit tests. Chaque feature du programme est testée individuellement. Chaque bug trouvé aura un nouveau unit test. Et comme ça, dès que tu rajoutes une feature, dès que tu changes ton code, tu peux lancer les tests et vérifier qu'il n'y ait pas un effet papillon qui fait que ce que tu as rajouté détruise une autre feature. Car ouais, les bugs, c'est très fourbe. C'est pas mal, mais ces tests permettent de prouver la présence de bugs, mais pas leur absence. Et tu pourras jamais prouver leur absence. C'est impossible et c'est prouvé par le théorème de Rice, duquel on peut déduire qu'on ne peut pas écrire un programme qui prouve l'absence de bugs dans du code. Alors s'il est presque impossible d'avoir aucun bug, comment être serein à l'idée qu'une vie dépende de ton code? Bah, la NASA, ils ont 10 règles très strictes à respecter quand ils programment. Aujourd'hui, on va analyser les 10 règles pour un logiciel fiable écrit par Gerhard Holzman du laboratoire NASA. Il y a sûrement quelques trucs à en tirer pour nous, même si un bug n'est pas aussi dangereux dans nos cas. Mais ça peut quand même être très embarrassant. C'est vrai que quand tu as un site, la moindre erreur peut faire du mal à ta réputation. C'est beaucoup de pression sur tes épaules. Sauf si tu utilises Hostinger avec leur créateur de site web, t'as même pas besoin de coder le site. T'as juste à le décrire à une IA et elle s'occupe de tout. 30 secondes et paf, t'as un site ultra propre. Et si tu veux faire quoi que ce soit manuellement, c'est un jeu d'enfant également. Leur outil est ultra intuitif. Tu peux aussi utiliser leurs nombreux outils IA pour le faire à ta place. Écrire du texte pour toi, générer des photos et tout un tas d'autres trucs. C'est un gain de temps considérable. Mais ça s'arrête pas là. Non seulement c'est accessible pour seulement 3 € par mois, mais en plus t'as un nom de domaine gratuit, une assistance en français 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et tu peux héberger jusqu'à 100 sites web. Pour un petit euro de plus, tu peux même créer un site e-commerce avec 0% de frais de transaction et plus de 20 méthodes de paiement. Ça te donne aussi accès aux outils IA et un CDN gratuit. Et t'inquiète pas, c'est du solide. Trafic illimité, SSL illimité, site web ultra rapide, bref, tu peux relâcher la pression sur tes épaules, t'es entre de bonnes mains. Alors je t'invite à utiliser le lien en description et à prendre un abonnement de 12 mois ou plus, ce qui te permettra d'avoir le meilleur prix et rendra possible l'utilisation de mon code promo V2F pour avoir 10% supplémentaire. Ok, 10 règles, on commence donc avec la première. Éviter les structures de code complexes comme les goto, setjump, longjump et la récursivité. Le mieux pour éviter les bugs, c'est de pouvoir analyser facilement ton code. Le problème, c'est qu'avec ces instructions dans ton code, ça devient beaucoup plus dur vu que ces instructions permettent, pour faire court, de dire à ton programme « Ok, attends, on revient à la ligne 6 et maintenant continue. » Et hop, en fait non, restaure l'environnement qu'on avait à la ligne 2. Tu le vois, c'est un bordel à suivre. Tu veux que ton code soit linéaire, le plus lisible
possible. C'est un peu le même problème avec la récursion, c'est-à-dire une fonction qui s'appelle elle-même jusqu'à atteindre un certain objectif. C'est plus imprévisible et sur des systèmes embarqués avec peu de mémoire, tu peux vite avoir une erreur Stack Overflow. Quand la fonction s'est appelée elle-même trop de fois et qu'on n'a plus de place pour stocker tous ces appels. Et il faut dire que créer une boucle infinie sans faire exprès avec de la récursion, ça arrive beaucoup plus souvent qu'avec une simple boucle. Alors, prenons pas de risque. En parlant de boucle infinie, règle numéro 2, les boucles doivent toujours avoir une limite fixe. Si par exemple tu veux qu'un bout de code tourne tant qu'une condition est vraie et qu'au final la condition est tout le temps vraie, c'est embêtant. Alors chez la NASA, ils préfèrent toujours avoir une limite fixe. Un nombre d'itérations à pas excéder, sinon on sort de la boucle quoi qu'il arrive. Ça évite ce problème. Règle 3, éviter d'allouer de la mémoire sur la heap. Quand tu codes, tes variables, tes fonctions, tout ça doit être sauvegardé en mémoire. Et deux choix s'offrent à toi. La heap ou le stack. La mémoire stack est gérée par le compilateur, qui a été codé et vérifié par tout un tas de développeurs talentueux, et ce depuis probablement avant même que tu sois né. La mémoire heap est gérée par toi. Faut vraiment que j'argumente plus là? Règle 4. Toutes les fonctions doivent faire moins de 60 lignes. Une fonction devrait faire une seule chose. Et pour faire une seule chose, t'as pas besoin de 300 lignes de code. Règle 5. Utiliser au moins 2 assertions par fonction. L'idée c'est simple, plus tu fais de vérification, plus tu réduis le risque d'erreur. Bon, par contre, pourquoi 2 et pas plus? J'ai pas trouvé pourquoi. J'imagine parce que c'est toujours une bonne idée de vérifier les variables données à ta fonction. Par exemple, si tu veux faire un calcul, mais qu'on te file une lettre, ça va être compliqué, donc vaut mieux vérifier. Et c'est une bonne idée aussi de vérifier si le résultat final qui sort de ta fonction est correct également. Par exemple, si tu veux faire un calcul d'une température et que tu as moins 3 millions, il y a probablement un petit problème. Règle numéro 6. Déclarer les variables dans le plus petit scope possible. Quand tu codes, tu peux définir une variable de telle sorte que seule la fonction où elle se trouve puisse l'utiliser et la modifier. Mais tu peux aussi la mettre à l'extérieur. Comme ça, toutes tes fonctions peuvent se la partager. On veut éviter ça, simplement parce que c'est plus dur à débugger. Encore une fois, si j'ai un problème avec cette variable et qu'elle est accessible uniquement pour cette fonction, je sais où regarder. Si elle est accessible par plein de fonctions, j'en sais rien. Règle 7, vérifier la valeur retournée par ta fonction ainsi que ses paramètres. J'en ai déjà parlé pour la règle numéro 5. Je vous avoue que je trouve qu'on aurait pu fusionner les deux ensemble. Mais enfin bref, du coup, passons. Règle 8, utiliser le préprocesseur avec parcimonie. Un préprocesseur, c'est un programme qui va transformer ton code source avant qu'on l'exécute. Par exemple, quand tu fais un appel à un autre fichier de code, il va rajouter le code de ce fichier par-dessus ton code pour pouvoir l'utiliser. Et ça, il n'y a pas de souci. Ce que la NASA déteste par contre, c'est quand on utilise le préprocesseur pour faire des compilations avec des conditions. Ça permet d'éviter les confusions. Plus tu as de conditions comme ça, plus ça va être dur de les vérifier. Pour n conditions ajoutées, tu as 2 puissance n possibilités à tester. Règle numéro 9, éviter les pointeurs. C'est quoi déjà un pointeur? Imaginons que tu as une variable avec un nombre entier. Un pointeur permet d'avoir l'emplacement de cette variable dans ta mémoire. Bon, ça peut être utile, mais les outils qui analysent ton code automatiquement ont beaucoup de mal à gérer ces pointeurs proprement. Donc, ils risquent de louper des bugs, donc on veut éviter ça. Règle 10, compiler avec tous les warnings du compilateur. Celui-là, il s'explique tout seul. On veut autant d'infos que possible. Bon, écoute, si tu testes ton code avec plein d'unités de test et que tu appliques ces 10 règles, je pense que tu peux envoyer ton CV à la NASA. Alors, t'attends quoi?